Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Chers amis de la radio ITEME, chers Rwandais, vous êtes avec Achille Kamana et Aline Dabaga dans une nouvelle émission, une émission dans laquelle on va toucher sur plusieurs sujets qui touchent l'Afrique, mais qui ont une incidence directe sur le Rwanda. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aline Dabaga pour qu'elle vous dise bonjour et qu'elle vous dise, qu'elle vous partage les sujets sur lesquels nous allons discuter. Aline, si tu m'entends, le micro est à toi. Bonjour Achille, merci de me donner la parole. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Merci encore une fois de nous joindre. Aujourd'hui, on va parler de 3 thèmes. On ne va pas tarder comme d'habitude, mais on va d'abord parler d'un tueur en série commissionné par le gouvernement du Rwanda au nom de Kazungu. On le connaît par son nom-là, mais on ne sait pas si c'est vraiment son nom. On va développer ce thème et vous en parler. On va aussi vous parler un petit peu des derniers développements au Gabon ainsi qu'au Niger rapidement, mais on va principalement se baser sur ce fait divers au Rwanda du tueur en série au nom de Kazungu. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Et donc, ce tueur en série, commissionné par le gouvernement de Kagame, a tué plus d'une douzaine de personnes pour l'instant qu'on sache, toutes des femmes, et ils ont en commun le fait qu'elles n'avaient plus d'organes internes. Il s'agit d'organes les plus précieux sur le marché, à savoir le foie et les reins. Et en fait, il s'agit vraiment d'un crime organisé qui comprend donc des médecins, deux autres officiels et bien sûr la bénédiction de Kagame, car il est impossible de prendre ces organes et de les mettre dans un avion pendant des années sans que Kagame soit au courant et donne sa bénédiction. On sait que par plusieurs sources que le principal acheteur, c'est le Moyen-Orient, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et en fait, la question qui se pose, c'est de savoir tous ces morts qu'on entend au Rwanda. Je sais qu'il y a quelques mois, on avait pris connaissance de 54 corps qui étaient dans un lac. D'ailleurs, le gouvernement ne s'est quasiment pas prononcé. On nous avait dit qu'apparemment, ça serait des personnes qui étaient tuées pendant le génocide, mais nous expliquer que des personnes tuées il y a 30 ans seraient encore en chair et en os en train de flotter dans un lac, c'est quand même nous prendre pour des imbéciles. Pardonnez-moi, mais c'est quand même incroyable qu'on veuille nous vendre ces théories. On sait donc que Kigali a beaucoup de disparitions inexpliquées et donc ces corps qu'on retrouve par-ci par-là expliquent cela. Ces personnes-là ne sont pas simplement disparues dans la nature, c'est des personnes en fait qui sont kidnappées et tuées par le gouvernement pour beaucoup de raisons. Mais quoi qu'il arrive, au final, ils prennent le temps de prendre les organes les plus précieux sur le marché noir des organes et ils vont vendre ça ailleurs. Et donc, plusieurs théories circulent, mais une théorie que j'ai bien aimée d'ailleurs proposée par notre ami Jean-Paul Toulaï-Chimier. Il nous avait expliqué qu'ils pensent qu'ils ont eu vent d'une investigation internationale sur le trafic d'organes qui se fait au Rwanda. Et étant donné que le gouvernement savait qu'elle y avait les mains, le gouvernement a décidé de mettre ça sur le dos de Kazungu pour dire, écoutez, on a fait notre investigation, on a trouvé qui est derrière ce marché noir et c'est Kazungu, comme ça on se lave les mains. Première chose, Kazungu n'a jamais été
mis devant le public, on l'a simplement vu en photo, ce qui est quand même contraire à la façon dont fonctionne Kigali en général lorsqu'ils attrapent un meurtrier ou une personne qui a simplement volé un téléphone. La première chose qu'ils font, c'est montrer cette personne aux médias. Donc, on se pose beaucoup de questions, à savoir, est-ce que c'est vraiment Kazungu qui a fait ça? Qu'est-ce qu'on fait avec lui pendant ce temps qu'on le détient? Parce qu'il n'a toujours pas été mis devant le juge. On se demande s'il est en train d'être trop torturé pour peut-être accepter qu'il faisait tout ce trafic lui-même. Donc, il y a beaucoup de questions en l'air. Je te demande, Achille, est-ce que tu penses qu'on va finir par voir Kazungu ou il va disparaître dans la nature comme la personne qui avait tué Monsieur Noir et John Williams, le journaliste, dont on sait qu'on nous dit telle personne a fait telle chose, on nous montre une photo où on écrit un article 2 et puis la personne disparaît dans la nature. La parole est à toi, Achille. Merci, chère Aline. Premièrement, en fait, je vais apporter une certaine précision. Par rapport à l'Arabie Saoudite, le Qatar et la mer de Kigali, ce sont des hypothèses que nous lançons. Il y a des médias qui en ont parlé, mais nous n'avons pas de preuves tangibles, surtout au niveau de la destination. Je pense que la destination, ou les destinations sont multiples, ça c'est mon avis, mais nous n'avons pas encore de preuves tangibles ou factuelles qui nous laisseraient croire que les organes vendus par les Rwandais ou bien par le gouvernement de Rwanda sont vendus nécessairement dans ces deux pays-là. Ça, c'est premier élément de précision. Deuxièmement, nous attribuons cette situation au gouvernement du Rwanda parce qu'il y a plusieurs faits, il y a plusieurs cas qui sont similaires qu'on a déjà observés dans le passé, et puis un passé assez rapproché. Je vous réfère à l'année 2021 où un jeune a été assassiné, a été abattu de façon, il a été abattu froidement par les autorités, par des policiers non identifiés, et quelques instants après, les membres ou donc la famille de ce jeune qui a été assassiné ont remarqué que il y avait des personnes en blouse blanche qui sont venues dans des véhicules appartenant au Rwanda Bureau Investigation, qui ont vu ce jeune être clairement décapité. Quand on parle de décapitation, mais il y a eu une opération dans une forêt. Donc les paysans, les gens qui vivent dans cette localité ont constaté cela. Et par après, le corps a été apporté à l'hôpital. Et l'hôpital a pris à peu près 1 ou 2 semaines avant de remettre le corps à la famille du défunt. Mais ce qui était particulier, c'est que le corps était déjà enroulé dans des draps et ils ont donné ordre à la famille de ne pas enlever les draps sur le corps. Mais il y a une dame qui a observé, qui a vu que la poitrine de ce jeune avait été opérée. Donc, on voyait des signes d'opération. Et donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le cas de Kazungu, il ne fait aucun doute que les autorités étaient au courant. Pourquoi? Chers amis, le Rwanda est un pays qui fonctionne par une gouvernance militaire. Et pour cela, ils utilisent la terreur. Les armes qu'ils utilisent pour instaurer leur terreur, c'est l'espionnage. C'est-à-dire qu'au Rwanda, il y a des personnes qu'on appelle des Mutwara Sibo. Ce sont des personnes qui assurent une forme de gouvernance locale au sein de 10 foyers. Donc, c'est l'unité de base de la société rwandaise. Et donc, sur ces 10 foyers, il est nommé, il est dit, et puis il y a des preuves qu'il y a toujours 1 ou 2 espions au compte du gouvernement du Rwanda. C'est-à-dire qu'il était concevable que 12 personnes disparaissent sans qu'on ne sache, sans que les proches de ces personnes ne dénoncent ou bien n'avisent les autorités que leurs personnes ou leurs membres de famille ont disparu. Et deuxièmement, il est inconcevable qu'on puisse faire ce genre d'opération méticuleuse, calculée, bien planifiée, sans que les autorités ne soient mises au courant, étant donné le ratio d'espions
que nous avons dans notre société. Et donc, les autorités rwandaises étaient au courant et Kagame a déjà démontré dans le passé qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'utiliser tout acte immoral pour arriver à ses fins. C'est comme ça que le génocide de Rwanda s'est produit. C'est un assassinat deux présidents d'ailleurs, celui de Rwanda et celui du Burundi. C'est comme ça que la guerre en RDC a commencé. C'est l'intérêt de Kagame, c'était les ressources minières, mais vous voyez, il y a eu des millions de morts pour les intérêts de Paul Kagame et ses acolytes. Et donc, c'est à partir de cela que nous posons ces hypothèses. Par rapport à la justice, écoutez, Alexia Mupende, une jeune mannequin qui a été décapitée, soi-disant par un domestique. Jusqu'à présent, ce domestique, on n'a pas su qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, les informations que nous avons reçues plus tard nous ont amené à croire que c'est la famille présidentielle qui avait commandité son assassinat. L'homme d'affaires Assinapol Rwigara, simulation d'accident, sa famille le retrouve sur le lieu d'accident simulé, il n'était pas encore mort. Là, il y a un de ses enfants qui dit aux autorités, il n'est pas mort, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il y a une ambulance qui arrive, qui l'amène à l'hôpital militaire à Katiero. Et après, quand la famille, on appelle la famille pour leur dire de venir ramasser le corps ou prendre le corps. Et quand ils arrivent, ils trouvent des blessures inexpliquées sur le corps du défunt. Et donc, c'est une pratique qui est connue de ce gouvernement. Et c'est pour ça que je continue à le dire, nous continuons à le dire haut et fort, les Rwandais vont toujours s'insurger, ils vont toujours s'indigner de l'incohérence de l'action ou de l'incohérence au niveau de l'attitude et des partenariats que certains pays qui, eux, respectent les droits de l'homme, mais développent des partenariats très proches et des partenariats très solides avec un gouvernement qui ne respecte point les droits de l'homme. Tout cela finit par aboutir à un mécontentement qui fait que les gens finissent par se questionner sur la nature de ces partenariats, et c'est de là que viennent les coups d'État, c'est de là que vient toute l'insécurité qu'on voit un peu partout en Afrique. C'est cette frustration, parce que Kagame seul n'est pas en mesure d'agir sous silence comme ça. Il peut pas opprimer son peuple pendant 30 ans sans que rien ne soit fait. Et pourtant, le Rwanda n'est pas une puissance militaire, ils n'ont pas d'armes nucléaires. On a vu des interventions en Irak, on a vu des interventions en Afghanistan, on a vu des interventions en Libye, il y a même eu des interventions en Somalie. En ce moment, il y a la MONUSCO en RDC. Et au Rwanda, on vit pire que ce que ces pays ont vécu, mais il n'y a aucune réaction de la communauté internationale, à part dénoncer, mais une dénonciation qui n'a aucun impact sur le mode de gouvernance terroriste de Paul Kagame. Voilà ce que je peux rapporter sur ça. Donc, je n'attends pas de justice. Ça serait du théâtre, ça serait de la manipulation. Selon moi, Kazungu était travaillé pour le gouvernement. Là, il passe pour le bouc émissaire parce que justement, on soupçonne qu'il y a une investigation internationale dans laquelle les conclusions pourront dénoncer les autorités rwandaises ou le gouvernement de Rwanda tout simplement. Merci beaucoup, Achille. En d'autres nouvelles, j'ai lu un article dernièrement qui parlait du fait que Kagame s'était rendu au Kenya pour parler du changement climatique. Et puis, ce même article critiquait Antoine Félix Tshisekedi pour ne pas s'y être rendu. Mais entre nous, vous savez très bien que Tshisekedi a d'autres chats à fouetter. À quoi ça sert de protéger la planète si les Congolais ne sont plus? Donc, c'est vrai, il doit d'abord rester en RDC, s'assurer de la sécurité de son peuple et travailler fort pour protéger sa patrie avant d'aborder la question du climat. Donc, je suis désolée, mais quand je vois des articles comme ça, je me dis Kigali n'a vraiment pas honte, parce que je soupçonne fortement que c'est Kigali qui a commissionné ce genre d'articles. C'est vraiment dans leur habitude de toujours vouloir pointer du doigt en oubliant qu'ils sont les responsables de la question de l'insécurité dans l'Est du Congo. Et donc, moi, je voudrais dire que quand vous voyez des articles comme ça,
il faut absolument prendre en compte quel est le journal qui écrit ce genre de choses, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Kigali dépense des millions dans tout ce qui est marketing et lobbying. Donc, il y a beaucoup d'articles, de vidéos que vous verrez circuler. Et ce genre de vidéos, d'articles, en fait, sont là pour vraiment faire de la propagande. Kigali a vraiment bien maîtrisé ce genre de choses. Et donc, il ne faut pas tomber dans le panneau. Je pense qu'il ne faut absolument pas pointer le doigt à Tshisekedi d'avoir manqué à cette réunion qui parle du changement climatique. Oui, le changement climatique est important, mais avant, il faut quand même s'assurer que le peuple est là. Parce que si on reste dans le changement climatique en oubliant qu'il y a des millions de personnes qui sont déplacées, des centaines de personnes qui sont tuées au jour le jour, je pense que c'est vraiment ne pas voir où est la priorité. D'abord la vie humaine et puis on verra pour le climat. Je voulais simplement dire ça. Et je ne sais pas si Achille, tu voulais faire un commentaire ou si tu veux qu'on continue. Merci, je vais prendre une minute. Merci Aline, je vais prendre une minute pour commenter. Moi, je n'ai pas lu cet article, mais il est évident que c'est une façon de détourner l'attention, de manipuler l'opinion publique ou l'opinion internationale. Premièrement, il faudrait d'abord s'assurer si est-ce qu'il y avait des officiels de la République démocratique du Congo au sommet de Nairobi sur le climat ou bien sur le changement climatique. Je suis sûr qu'il y avait des officiels. Un président est là pour s'assurer que les institutions étatiques fonctionnent bien et il est là pour la sauvegarde ou bien la protection de la Constitution et toutes les autres lois qui régissent le fonctionnement d'un État. Et donc, le président ne peut pas être partout, ça c'est un. Kagame lui-même, dans tous les sommets, toutes les réunions qui sont tenues en ce moment pour trouver des solutions afin de ramener la paix en RDC, il n'y participe pas lui-même. Et donc, il est mal placé ou bien ses acolytes sont mal placés de vouloir dénoncer l'absence du président Félix Tshisekedi à Nairobi. Deuxièmement, rappelons-nous, qui exploite à ciel ouvert la RDC, les ressources minières en RDC? C'est Paul Kagame avec ses acolytes et les gens qui le soutiennent. Et donc, rendu là, il faudrait pas manipuler les gens et faire croire qu'on est exemplaire dans tel domaine alors que nous sommes les premiers à ne pas respecter au fait l'environnement ou bien à ne pas considérer ou tenir compte des changements climatiques qui vont tous nous affecter, qui vont affecter tout le monde entier. Et donc, pour moi, c'est une façon de manipuler l'opinion internationale, l'opinion publique et à part informer l'opinion publique, à part informer la population que c'est de la manipulation, on ne devrait même pas s'attarder à ça. Voilà ma réaction est celle-là. Merci. Merci beaucoup Achille. Et puis donc là maintenant on va avancer sur l'actualité au Gabon. Donc au Gabon, vous savez que Brice Nguema a fait une déclaration au journal Le Monde. En fait, ce qu'il explique pour lui, c'est qu'il n'a pas fait de coup d'État, mais qu'il a mis Ali Bongo à la retraite et qu'il jouit de tous ses droits. J'ai trouvé ça quand même assez drôle de dire qu'il a mis Ali Bongo à la retraite au lieu de dire qu'il a fait un coup d'État. Mais il explique en fait qu'Ali Bongo n'avait pas le droit de faire un troisième mandat et que l'armée a décidé donc de tourner la page. Donc, il dit aussi lors de sa, parce que vous savez que il a pris ses fonctions, il a expliqué qu'il va faire élaborer une nouvelle constitution qui sera plus démocratique et qui respectera les droits humains, ce qu'on applaudit. Et il s'est aussi engagé à remettre le pouvoir aux civils en organisant des élections libres, transparentes et crédibles. On n'a toujours pas une date pour cela ou une période de transition, ce qui m'inquiète un peu, car le fait que tout cela soit flou me donne l'impression que ça risque de tarder plus que le peuple ne le veut, parce que je sais que beaucoup de gens disaient qu'une transition en général, une période de 18 mois à 2 ans est acceptable, et donc le fait qu'ils ne disent pas combien de temps va prendre cette transition est un peu inquiétant, mais il a aussi expliqué qu'il allait libérer des prisonniers
et qu'il allait faire en sorte que le gouvernement de transition soit composé de personnes expérimentées, aguerries. Donc tout cela, c'est des choses qu'on peut saluer, mais quand même, je me pose encore cette question de la durée de la transition qui reste floue. Est-ce que cela t'inquiète aussi, Achille, ou tu penses qu'il va quand même respecter un temps raisonnable pour cette transition? Merci Aline sur ce sujet. Si tu veux mon point de vue, moi je suis un démocrate convaincu et donc je ne peux pas soutenir des coups d'État. Par contre, quand un État devient indigne ou quand l'État ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas la volonté de son peuple, c'est un État qui, à mon avis, n'a pas lieu d'exister, à mon avis. Parce que on est dans des républiques, et puis la République, c'est le pouvoir basé sur la volonté du peuple, passant par justement les trois pouvoirs, la séparation des institutions et l'indépendance des institutions. Au moment où ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut corriger les choses par n'importe quel moyen, mais il faut corriger les choses. Alors, ce coup d'État a eu lieu sans effusion de sang, et je pense que moi, je continue à observer comment cela va évoluer, mais pour l'instant, il y a eu des signes qui sont quand même positifs dans la mesure où Monsieur Oligui Nguema a rendu visite à des opposants politiques, ce qui n'était pas le cas avant. Il a nommé un premier ministre qui est issu de l'opposition et il a clairement dénoncé dans l'un de ses discours que certains présidents des pays voisins du Gabon sont mal placés de parler du coup d'État au Gabon parce que eux-mêmes ont violé la Constitution à plusieurs reprises. C'est des gens qui ont des troisième, quatrième mandats ou il y a des gens qui ont plus de 90 ans au pouvoir. Et donc, quelque part, c'est une situation à observer. Et pour moi, la durée de la transition m'importe peu. Elle m'importe peu dans le sens où ce qui est urgent, c'est de rétablir ou bien de lutter contre les inégalités sociales et économiques qu'on voyait au Gabon. Le Gabon qui est un pays riche, avec une population d'à peu près 2 millions, un peu plus que 2 millions de personnes. Et donc, il était inconcevable que la jeunesse gabonaise soit au chômage pendant que les ressources ou les richesses naturelles du Gabon profitent à certaines personnes du Gabon, donc proches du pouvoir ou bien faisant partie du pouvoir, et aussi des compagnies étrangères. Et donc, pour l'instant, je pense que la priorité pour les Gabonais, c'est justement de changer leurs conditions de vie, d'avoir accès à plus de démocratie, plus de liberté et d'aspirer à l'émancipation des peuples comme tous les autres peuples le souhaitent. Et donc, la transition, je pense qu'il avait nommé 2 ou 3 ans de transition, je me rappelle pas trop bien, mais il me semble que pour le Gabonais qui n'a rien à manger, pour un Gabonais qui manque de liberté, transition ou pas transition, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ses conditions de vie changent. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir jauger ou bien évaluer si le coup d'État valait la peine ou pas. Achille, je veux juste préciser quand je dis que je m'inquiète pour la transition, c'est l'idée de rendre le pouvoir au civil et que ça ne continue pas à être un pouvoir militarisé. Et donc, j'espère que cela va se faire et que les Gabonais vont de nouveau, les civils en tout cas, vont de nouveau prendre le pouvoir entre leurs mains. Finalement, il y a l'actualité au Niger. Aline, excuse-moi, sur ce point, je suis très d'accord avec toi. Je pense qu'on est dans une ère moderne où on doit faire en sorte que nos pays puissent être gouvernés dans la démocratie et en respectant la Constitution. Cependant, je ne sais pas si tu te rappelles, après la Deuxième Guerre mondiale, prenons l'exemple de la France. C'est à titre d'exemple. La France a été gouvernée par le maréchal de Gaulle. C'était un militaire. Il n'y avait pas question de mandat ou quoi que ce soit. Il a gouverné la France jusqu'à 1968 ou un peu plus après. Dans cette période, ce qui était important, c'était d'avoir une stabilité politique, de permettre aux gens de s'émanciper et de décider eux-mêmes du mode de gouvernance qu'ils veulent avoir, dépendamment justement de leurs valeurs et puis dépendamment de leurs aspirations. Et donc, c'était ça juste que je voulais nommer
sur le point que la transition, oui, il faut à un moment donné remettre le pouvoir aux civils parce que c'est une république, ce n'est pas ce n'est pas un gouvernement militaire. Pour l'instant, c'est un gouvernement militaire, mais oui, qu'ils prennent le temps de s'assurer que quand les civils prendront le pouvoir, ils vont maintenir l'ordre constitutionnel et que les conditions de vie des gens vont changer. Voilà, merci. Là, on est d'accord. Merci beaucoup, Achille. Pour terminer, on va parler de l'actualité au Niger. Donc, on sait qu'en plus de la demande du retrait de l'ambassadeur, il y a maintenant une demande de retrait des 1500 soldats qui sont sur le sol du Niger. Et jusqu'à maintenant, en fait, la France rejetait catégoriquement le départ d'une partie de ses militaires déployés dans le pays. Mais aujourd'hui, ils sont en négociation pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Donc, ils disent qu'ils sont en train de faire en sorte de le faire tout en faisant en sorte que les conditions de sécurité sont réunies pour le départ. On sait que depuis donc le 26 juillet, il y a eu la chute du président Bazoum. Les militaires français se sont confinés sur leur base militaire et le ministère français de la Défense a dit que la mission est à l'arrêt et qu'il est donc en fait inconcevable de rester s'ils sont en fait cloîtrés, confinés sur leur base militaire. Donc, où est-ce qu'ils vont aller? On nous parle du Tchad, qui est la dernière base française dans la région du Sahel. Et donc, la France déploierait jusqu'à 5500 hommes dans le Sahel. Et ils seraient tous concentrés donc au Tchad finalement. Mais avant, vous savez qu'ils étaient quand même déployés au Mali, au Burkina, au Niger. Donc, les temps sont vraiment en train de changer. Et Achille, ma question pour toi, est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? Et est-ce que Macron a peut-être mis le dernier coup de marteau à la diplomatie française? Parce que je ne vois pas comment est-ce que la France va relever la tête en Afrique. Merci. Merci Aline. Si tu veux, je suis très partagé sur la présence de la France en Afrique. Je tiens à rappeler que la France a des partenariats aussi avec des pays anglophones de l'Afrique, notamment le Mozambique, le Nigeria, je pense l'Ouganda aussi, et puis le Rwanda, et que les relations vont bien. Du moins, dans leurs intérêts, ça va bien. Maintenant, par rapport à la excusez-moi, par rapport à la France-Afrique, il s'agit pas en fait du mot en soi. Il s'agit pas du partenariat en soi. Il s'agit de la nature du partenariat, la nature des partenariats. Donc, premièrement, il y a eu le franc CFA, beaucoup de débats. C'est une monnaie qui, à mon avis, est injuste pour ces pays africains. Deuxièmement, par rapport au partenariat, notamment l'exploitation de certaines ressources ou certaines richesses naturelles comme l'uranium ou le pétrole, il y a eu aussi beaucoup d'injustices. Notamment, par exemple, parlons du Niger, il y a eu l'exploitation de l'uranium par, j'oublie tout le temps le nouveau nom, c'est anciennement appelé Areva, mais en ce moment, j'ai oublié le nom. Aline, est-ce que tu peux me rappeler le nom? Tu t'en souviens? C'était, je sais que ça commence avec un O. Je me souviens plus. Bon, on continue, c'est pas très important. Okay, on continue. Donc, ce que je veux dire, c'est que même la gestion des déchets radioactifs, elle était faite de façon à ne pas respecter les conditions de vie des gens. C'est clairement criminel de jeter des déchets radioactifs dans la nature sans se soucier des impacts sur la santé de la population locale à qui appartient ces ressources. Et donc, c'est plutôt la nature des partenariats qui a été un conflit, qui a été difficile, et aussi longtemps que ces partenariats ne changeront pas de nature, je pense que la jeunesse africaine qui souffre en premier lieu, donc qui souffrent de famine, qui souffrent de manque de liberté, parce que quand ils crient famine, les autorités des pays dans lesquels ils sont issus les marginalisent, les oppriment, et quand ils fuient, la majorité d'entre eux finissent par périr dans la Méditerranée en voulant rejoindre l'Europe, et quand ils arrivent en Europe, dans les médias, et puis certains politiciens européens vont clairement les remonter contre la population locale en disant que le problème en ce moment en Europe, c'est l'immigration. Or, le problème n'est pas l'immigration, le problème est qu'est-ce qui fait que ces gens quittent chez eux. Alors, ce qui fait que ces gens quittent chez eux, ce sont les inégalités sociales et économiques, c'est aussi des gouvernements autoritaires avec qui vous avez des partenariats et qui ne se soucient point des conditions de vie des gens.
Et donc, c'est ça qui doit absolument changer. Et c'est le conseil qu'on peut donner aussi à ces pays qui ont développé des partenariats injustes avec les populations locales. Et donc, par rapport à la France-Afrique, je pense que on est en train d'assister à un changement de cap dans un changement de cap vis-à-vis des relations entre la France en tant qu'État, pas les Français, mais la France en tant qu'État, avec ces pays du Sahel ou les pays de l'Afrique francophone. Ça va changer inévitablement parce que les jeunes ne vont pas accepter de continuer à subir les injustices ou l'oppression de leurs dirigeants. Et j'interpelle sur cette question, j'interpelle la communauté internationale, j'interpelle les jeunes Rwandais aussi qui sont concernés directement, parce que c'est pas pour rien qu'on parle du Niger ou bien du Gabon. On parle de ces pays parce que le Rwanda aussi vit dans les mêmes conditions, vit la même situation. Nous avons un président autoritaire, sanguinaire, qui n'a aucune pitié, aucune considération sur la dignité humaine. Et ce président a des partenariats privilégiés avec plusieurs États, dont la France, l'Angleterre. Il n'y a pas que les ressources minières, il y a aussi cette question des réfugiés. Là, on a entendu, on a lu dans les médias dernièrement que le Danemark voulait copier le modèle britannique ou le modèle anglais de dissuader les demandeurs d'asile et de les ramener à Kigali. Et donc, vous dénoncez de façon unanime à travers l'Organisation des Nations Unies, vous dénoncez la gouvernance du Rwanda, le régime de Kagame comme étant un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme, et vous voulez envoyer des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, je ne connais aucune personne qui quitte chez elle parce qu'elle va bien. On quitte chez soi parce que ça ne va pas. On quitte chez soi parce que nos droits ne sont pas respectés. Et là, comme solution que vous trouvez des pays qui sont démocratiques, la solution, c'est d'envoyer ces gens dans des pays non démocratiques. Et donc, ce n'est pas une solution qui est viable, ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Pour revenir sur ta question, aussi longtemps que les partenaires ne changeront pas, il y aura toujours une révolte, il y aura toujours un mécontentement, puis il y aura des sentiments anti-français. Demain, ce sera anti-allemand ou anti-je ne sais pas quoi, aussi longtemps que ça n'aura pas changé. Mais je tiens à interpeller le gouvernement, l'État français, dirigé par le président Macron. La nature des partenariats que vous avez avec le Rwanda répond à vos intérêts, nous vous le concédons. Et ne répond pas aux intérêts de la population rwandaise. Et le Rwanda va toujours exister, mais Kagame ne va pas toujours exister. Son régime n'existera pas tout le temps. Et donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses et tenir des leçons ou retenir des leçons à travers les expériences négatives que vous êtes en train de vivre en ce moment. Un peu partout, le sentiment anti-français. Le fait que certains États ne veulent plus travailler avec vous. On a vu le Maroc avec le séisme, et puis je tiens à affirmer ma solidarité avec le peuple marocain par rapport au séisme qu'ils ont eu dernièrement. Il y a eu beaucoup de morts, mais on a vu le Maroc refuser l'aide française. Et donc, ça, c'est quand même inadmissible. Ça fait honte qu'un pays comme la France, qui est développé, qui est un pays qui est basé sur des institutions démocratiques, plus ou moins, propose de l'aide et qu'on refuse son aide. C'est quand même aberrant et ça devrait faire honte. Mais au-delà de ça, ça devrait faire réfléchir. Alors, réfléchissez sur le Niger, sur le Mali, sur le Burkina, sur la Guinée, sur le Gabon, mais commencez aussi à anticiper et réfléchir sur le Rwanda ou même la RDC, parce que aussi longtemps que ces partenariats ne vont pas répondre à l'impératif du respect de la dignité humaine, nous allons nous révolter. Et jusqu'à ce que ça change. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai un peu divagué, mais je voulais juste y répondre en faisant le lien aussi avec le Rwanda, parce que nous sommes des Rwandais et nous faisons cette émission en tant que Rwandais, des Rwandais qui n'ont pas le droit de vivre chez eux, des Rwandais qui n'ont pas le droit de participer à l'émancipation et au développement de nos peuples et de notre pays à cause d'un homme qui a instauré une dictature sanguinaire, une dictature hitlérienne ou stalinienne, clairement. Voilà, donc c'était les éléments que je voulais apporter. Merci. Juste une dernière question que je voulais te poser.
Tu parles de la jeunesse en Afrique de l'Ouest qui ne veut pas accepter cette France-Afrique qui ne regarde que ses intérêts. Qu'est-ce qui différencie la jeunesse en Afrique de l'Ouest à la jeunesse rwandaise, par exemple? Pourquoi est-ce que la jeunesse rwandaise reste aussi silencieuse, reste aussi complaisante? Qu'est-ce qui nous manque dans notre jeunesse? Parce que ce qui nous arrive au Rwanda depuis 30 ans dépasse beaucoup de loin d'ailleurs ceux qui ont vécu même au Gabon. Et on se demande qu'est-ce qui nous manque pour vraiment réagir, nous réveiller et prendre part à la construction d'un futur meilleur pour notre pays contre la dictature de Kagame. Merci. Merci pour cette question. Je n'ai pas tous les éléments de réponse, j'ai quelques idées. Je pense que les peuples en Afrique de l'Ouest, premièrement, le niveau d'éducation est quand même avancé. Les gens vont à l'école. L'État ne s'immisce pas dans la vie des gens, ne s'immisce pas dans les mœurs. Au Rwanda, tu as des familles où le père a peur de la mère parce qu'il ne sait pas s'il donne son opinion, est-ce que la mère va le dénoncer? Et si la mère le dénonce, c'est la prison ou la torture ou la disparition. Tu as des parents qui ont peur de leurs enfants parce qu'ils ne savent pas si les enfants travaillent pour les services de renseignement. C'est-à-dire que l'unité de base qui permet la cohésion, la solidarité dans toute société, Kagame l'a détruite au Rwanda et avec sa terreur, une terreur vraiment sanguinaire, hein, parce qu'on parle de meurtre. Ce n'est pas juste des coups de bâton, mais c'est vraiment des meurtres. Les gens ont peur. Tout le monde a peur de tout le monde. Mais les Rwandais vivent mal. Les Rwandais vivent dans une famine qu'on n'a jamais vue au Rwanda, une famine provoquée par le gouvernement. Les Rwandais ne sont pas libres. Tu te rappelles du monsieur qui vient du Nigeria qui a dit que les Rwandais c'est propre, etc. Les filles sont belles, mais on dirait que c'est une société qui est programmée. Et donc c'est un peu ça. C'est ça la situation, c'est que les gens, chacun a peur de l'autre, et donc la mobilisation est très difficile. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les représailles sont assez féroces, assez sanguinaires. Et ces éléments font en sorte que les gens n'ont pas les opportunités, on ne crée pas des opportunités pour se parler, pour se mobiliser et pour agir ensemble. Donc, c'est ça la différence avec les autres peuples, disons, de l'Afrique de l'Ouest. Et dernièrement, le niveau d'éducation est très bas. Au Rwanda, on formate les jeunes. Vous avez James Kabarebe, l'ancien conseiller militaire à la présidence de Kagame, qui a clairement dit, nous avons eu pour but de formater les jeunes. Et effectivement, au Rwanda, tous les jeunes, surtout les nouvelles générations, je dirais ceux qui sont nés après 94, on leur fait comprendre que sans Kagame, le Rwanda ne peut pas exister. On leur fait comprendre que le génocide a été perpétré uniquement par des Hutus. C'est ce qu'on leur fait comprendre. On leur fait comprendre que tous les crimes qui ont été commis au Rwanda, toutes les souffrances que les Rwandais vivent en ce moment, c'est à cause des Hutus. Donc, il y a une volonté de diviser la population, ça c'est un. Il y a une volonté d'appauvrir la population, ça c'est deux. Le pauvre n'a pas de dignité. Comment est-ce qu'un pauvre va se battre pour sa dignité? Sankara, lors du discours de l'OIA, l'a clairement dit, le pauvre n'a pas de dignité. Il est dans une logique de survie. Alors, des gens qui sont dans une logique de survie, à moins que, puis même là, j'allais comparer la situation du Rwanda avec celle de la France à l'aube de la Révolution française, mais même là, en France, il y avait des libres penseurs, il y avait des philosophes, il y avait des leaders de la société qui influençaient les autres, qui servaient de modèle aux jeunes et à la population. Au Rwanda, non. Tous les discours, tout ce que les médias nous partagent, ce sont les éloges de Paul Kagame et de sa famille. Et donc, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'ingrédients, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que les Rwandais, en ce moment, à l'intérieur du pays du moins, ne sont pas en mesure de se mobiliser. La mobilisation, on la voit à l'extérieur parce que justement, comme toi, Aline ou moi, nous jouissons des libertés que nos pays d'accueil, des pays dans lesquels nous sommes déjà intégrés, ces pays nous offrent des libertés parce qu'il y a cette question d'état de droit, il y a cette question aussi du respect de la dignité humaine. Au Rwanda, il n'y en a pas. Et donc, il va falloir travailler fort pour pouvoir mobiliser la population rwandaise afin qu'elle s'autodétermine et puis qu'elle soit consciente aussi de son potentiel au niveau de l'émancipation. Ça sera facile parce que les Rwandais souffrent et ils savent qu'ils souffrent et ils savent pourquoi ils souffrent.
La seule chose qui manque, c'est de vaincre la peur qui fait en sorte qu'ils acceptent tout. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce sont les éléments de réponse que je peux apporter. Je suis absolument d'accord avec toi et je pense que, comme tu dis, il faut qu'ils osent, il faut oser. Et ça, je crois, c'est le premier pas, mettre la peur derrière soi et oser. Donc, on remercie nos auditeurs et auditrices et on leur promet une nouvelle émission d'ici 2 semaines certainement. À très bientôt. Merci Aline et vraiment merci pour ta mobilisation, merci pour ton temps. Merci aussi aux amis du Rwanda, aux auditeurs, auditrices. Donnez-nous vos opinions, partagez-nous vos réflexions et si vous voulez participer à cette émission, vous êtes les bienvenus. Merci à la prochaine. Au revoir. Au revoir.